Bonjour donc à toutes et à tous. Merci pour cette invitation tout d'abord de la part du Mondaneum et de toutes ses équipes. C'est un vrai plaisir d'être là aussi et de voir ce lieu tout à fait fascinant qui, je pense, réalise un travail tout à fait remarquable sur son territoire. Et puis bravo aussi pour l'exposition Fake Images, tout à fait passionnante aussi. Alors moi, je vais proposer aujourd'hui une intervention peut-être un peu plus, une réflexion un peu plus abstraite, aussi internationale, avec différents exemples portant sur justement ces relations entre le devoir de mémoire et le musée, qui, même si elles semblent logiques et fondées, en fait, ne sont pas toujours si évidentes que cela. Alors, hop. Alors d'un point de vue historique, bon, il y a plusieurs images. On peut voir que c'est dans les années vraiment 60 et 70 approximativement que l'une des missions des musées est progressivement celle de devenir aussi un acteur de ce qu'on appellera plus tardivement dans les années 90 le devoir de mémoire, en exposant et en présentant dans leurs murs des histoires complexes, souvent violentes, en les condamnant afin de ne plus les revivre. Donc effectivement, ça va être l'une des missions des musées à partir des années 60, 70, ça va être de contribuer à cette expression du plus jamais ça, qui est une expression qui est née à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est popularisée depuis. Et donc les musées vont être des acteurs clés de ce devoir de mémoire, parallèlement bien sûr à d'autres acteurs, aux programmes scolaires, aux productions cinématographiques, visuelles, narratives, etc., qui vont contribuer donc à ce plus jamais ça. Alors, le cas de la muséalisation de la Shoah, bien sûr, fut déterminant dans cette logique, puisque dès les années 50, et puis dans les décennies postérieures et jusqu'à l'actualité, puisqu'il y a un musée de la Shoah qui vient d'être ouvert à Amsterdam, il y a des créations de musées partout, dans des très nombreuses villes en Europe, en Amérique, mais aussi en Océanie. Parfois en lien avec des musées juifs, mais pas toujours, puisqu'il y a beaucoup de musées juifs par ailleurs aussi, qui ont parfois des liens avec la Shoah plus ou moins importants. Parallèlement aussi, bien sûr, aux lieux de mémoire patrimonialisés dès cette époque-là, comme Auschwitz, qui fut le premier d'ailleurs à l'époque. On se demandait s'il était possible de muséaliser Auschwitz, de voir s'il est possible de muséaliser l'horreur absolue. Il y avait un grand débat autour de ça dans les années 50 et 60. Donc des sites mémoriaux aussi qui ont été créés, puis des stèles, des lieux, des sites de mémoire aussi dans l'espace public, des noms de rues, des monuments, etc. Et cette muséalisation de la Shoah, bien sûr, elle va affirmer ce rôle du musée en tant qu'acteur donc, du devoir de mémoire, puisque jusque les années 50, globalement, il faut se remettre en tête aussi que le rôle du musée, c'était d'être une vitrine de la nation au travers de l'art, l'histoire et l'archéologie. Donc c'est un nouveau rôle du musée qui s'affirme à ce moment-là à partir de la Shoah. Alors, hop, depuis... Alors, le truc là, il ne fonctionne pas, on va faire comme ça. Depuis la Shoah, du coup, ce rôle de l'institution muséale dans le devoir de mémoire, elle a porté sur d'autres épisodes aussi dramatiques, toujours dans cette même idée du plus jamais ça. Alors de manière générale, par exemple en Europe de l'Est, ça fut la question du communisme, qui a beaucoup été traité depuis cette approche-là, avec un rejet plus ou moins en bloc d'ailleurs de cet épisode historique-là, relié plus ou moins à ce qui est conçu comme une invasion aussi politique sur les territoires. C'est le cas aussi de l'apartheid, par exemple en Afrique du Sud, bien évidemment, aussi épisode dramatique. C'est aussi le cas des génocides au Rwanda ou autres. Donc la Robben Island, c'est où était la prison de Nelson Mandela. C'est aussi bien sûr la question de l'esclavage aussi, qui a pu faire l'objet de beaucoup de muséalisation. Que ce soit ici, vous voyez, en Angleterre, en Guadeloupe ou encore au Sénégal, cette fameuse maison des esclaves ici, donc qui ont fait qui traitent de ces différents épisodes sous cette logique du devoir de mémoire, qui sont globalement des épisodes qui sont rejetés aujourd'hui par tout le monde. L'esclavage, ça a été bien sûr défini comme un crime contre l'humanité, et c'est tous des épisodes qui ont aussi dépassé le cadre du pays où ils ont eu lieu. Mandela, effectivement, c'est une signification qui dépasse bien largement l'Afrique du Sud, comme on a pu le voir notamment dans le cadre des funérailles internationales en 2013. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans tous ces musées qui traitent ces différents épisodes, sous cette logique du plus jamais ça,
On retrouve d'ailleurs des procédés muséographiques qui sont semblables et qu'on retrouve aussi autour de la Shoah et qui ont principalement recours à l'émotion avec des scénographies souvent extrêmement fortes. Pardon, j'ai ici encore un exemple de muséalisation de l'esclavage à Nantes. Donc avec une scénographie assez forte, comme on peut le voir ici sur ces différentes photos qui traitent d'épisodes différents, et pour les sites aussi muséalisés, avec une importance de la question du vide aussi, qui évoque souvent l'absence des gens qui ont disparu, avec une scénographie parfois même assez minimaliste, qui tente de mettre en valeur ce qu'on appelle l'esprit des lieux, surtout voilà, pour montrer l'horreur qui a eu lieu à l'intérieur. Et quand il y a des objets, on va souvent traiter exposer des témoignages historiques, des archives, des photographies, souvent en les multipliant d'ailleurs avec différents types d'objets, souvent de l'art contemporain aussi, mais aussi des dessins d'enfants. C'est des types de dispositifs qu'on retrouve dans tous ces musées indépendamment du sujet qu'ils traitent. Donc ça, c'est du devoir de mémoire qui globalement pose pas trop question, indépendamment des opinions politiques de chacun. Il y a un rejet en bloc de ces différentes histoires, même si dans certains cas, l'actualité internationale est parfois moins clémente. Pour certains devoirs de mémoire, ils sont globalement peu remis en cause. Mais depuis, il y a d'autres mémoires aussi traumatiques qui ont émergé, souvent via les acteurs donc, de ces mémoires traumatiques et souvent leurs descendants d'ailleurs, dans le cadre souvent d'associations, de mouvements sociaux, qui veulent que globalement leur souffrance aussi soit reconnue par l'État, notamment via les musées, qui sont des institutions symboliques extrêmement importantes, puisque le musée fige aussi un récit qui s'ancre dans, entre guillemets, le roman national. Alors c'est le cas, bien sûr, alors on en a déjà longuement parlé, donc je ne vais pas le répéter, mais c'est bien sûr la question du colonialisme, de ce passé, comme on dit, passé qui ne passe pas, qui est bien présent aujourd'hui dans les débats publics et sociétaux depuis déjà 10-20 ans, qui est aujourd'hui largement traité par les musées, même si il n'y a pas de musée de la colonisation en tant que tel dans aucun pays du monde. Alors c'est souvent des musées d'ailleurs coloniaux qui ont été resignifiés, pour justement traiter de ces épisodes, que ce soit à Tervuren avec cette vue sur le palais depuis le nouveau bâtiment qui a été construit en haut à gauche, que ce soit à Paris le palais de la Porte Dorée, donc, qui avait accueilli en partie l'exposition coloniale de 1931, ou encore à Amsterdam, Tropenmuseum, tous des musées ethnographiques coloniaux qui ont été resignifiés autour de cet épisode-là de la colonisation, même s'il n'y a pas de musée de la colonisation. Effectivement, comme ça a pu être évoqué avant, c'est un sujet plus complexe à traiter, par exemple, que l'esclavage ou la question de Nelson Mandela et de l'apartheid en Afrique du Sud, puisque c'est des épisodes qui touchent à beaucoup d'éléments de notre culture, de nos représentations, de notre histoire, de nos dirigeants aussi, certains dirigeants très importants, de notre contemporain aussi, avec effectivement, comme c'est un épisode plus récent, il y a beaucoup de nos compatriotes aussi qui ont pu en bénéficier plus ou moins directement, qui sont toujours effectivement en vie, que l'argent qui a été retiré de la colonisation a aussi été investi dans des bâtiments qui ont par la suite en plus été patrimonialisés, dans la trame urbaine, tout ça c'est effectivement quelque chose qui est présent dans le centre de nos villes et qui complexifie aussi le fait d'en parler. Cela étant, c'est un devoir de mémoire qui est en train de se faire, à mon sens. Il y a tellement d'initiatives partout, ça démontre bien qu'on est en train de faire émerger ce devoir de mémoire. Alors peut-être pas au même titre encore que la Shoah et les autres épisodes que j'ai mentionnés avant, mais on est sur la construction d'un devoir de mémoire en cours. Et de fait, des positions plus qui défendraient la colonisation aujourd'hui, c'est de moins en moins audible et ça témoigne très clairement de ce devoir de mémoire qui est en train de s'affirmer. Et là, je vous mets cet exemple ici d'une revue classée très largement à droite en France, Valeurs actuelles, donc vous voyez qui titrait un numéro il n'y a pas si longtemps, La vraie histoire des colonies, cette histoire dont la France n'a pas à se repentir, qui est une voix qui aujourd'hui est de moins en moins audible, même si elle est encore tenue par certains, mais c'est de moins en moins audible dans l'espace public. Alors, 2-3 autres exemples aussi pour montrer ce devoir de mémoire complexe, mais qui est en train de se réaliser.
C'est par exemple le cas de l'Espagne, pour donner une vocation un peu internationale aussi au propos, alors, où la dictature franquiste, effectivement, est aussi un sujet extrêmement complexe à traiter. Il y a un veto très important d'une partie de la droite la plus radicale, qui est descendante de cette histoire-là aussi. Hein. Il y a un veto pour aborder de front cette histoire-là et la muséaliser, puisqu'il n'y a pas en Espagne de musée du franquisme, il n'y a pas de musée de la guerre civile, il n'y a pas de musée pour des raisons politiques et historiques, on ne va pas les expliquer ici, mais qui fait que tout ce passé-là, effectivement, dans les années 80, on a dit on n'en parle pas parce que ça va réouvrir des fractures importantes dans la société. Donc on met ça sous le tapis, on va de l'avant et on construit une démocratie. Aujourd'hui, bien sûr, se pose la question, le temps a passé, se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces monuments, qu'est-ce qu'on fait de cette histoire traumatique, bien évidemment. Avec ici cet exemple, alors je ne sais pas si vous le connaissez, hein, le Valle de los Caídos, donc c'est la vallée des gens qui sont tombés, hein, globalement, qui est près de Madrid, à Ségovie, qui est un symbole très important du franquisme, un lieu d'exaltation aussi de la mémoire franquiste, qui est lié au fait, alors je vous mets une vue de l'intérieur de la vallée, donc qui est construite dans la montagne. En fait, il y a une cathédrale dedans avec la croix au-dessus, des niches où sont enterrés donc des républicains et des nationalistes, donc qui s'étaient opposés durant la guerre civile, qui sont enterrés tous les deux. Alors, ça a été construit par des soldats prisonniers républicains, mais donc tout le monde a été enterré ici. Enfin, ils ont été sortis de cimetière pour être mis là. Et au milieu, en fait, vous avez donc la tombe de Franco qui était là dans ce mémorial et qui symbolise le fait que Franco a réuni l'Espagne et sous l'égide de la religion catholique. Donc un discours propagandiste très important dans les années 50 quand il a été créé, la tombe qui était là jusqu'en 2019 et effectivement le lieu très compliqué témoignait de cette histoire traumatique difficile et ce devoir de mémoire difficile à créer puisque du fait de la présence aussi de Franco dedans, c'était un lieu d'exaltation aussi du franquisme. Et donc a été prise la décision, et ça témoigne de ce devoir de mémoire qui est en train de s'affirmer, même avec pas mal de complexité, d'exhumer Franco de ce lieu, justement pour pouvoir le dépolitiser, donc de l'enterrer ailleurs, et que le lieu devienne un espace de mémoire de la guerre civile et du franquisme. Donc ça, c'était une très longue bataille en Espagne, mais ça témoigne effectivement, le devoir de mémoire est très compliqué autour de cet épisode, mais il est aussi en train de se faire. Avec parfois, juste pour finir sur le cas espagnol, un des musées quand même qui essaye d'aborder cette question-là. Vous voyez, c'est la question des fosses communes qu'on ne peut pas ouvrir encore dans un certain nombre de cas, où il y en a une qui a été ouverte, notamment ici à Valence, où une exposition a été faite dans le musée d'ethnologie de Valence, musée valencien d'ethnologie, avec les restes de ce qu'on a trouvé dans les fosses communes, donc les gens qui ont été fusillés, et qui aborde parfois, alors toujours avec cette scénographie qui utilise l'émotion de manière assez vivace, qui cherche en fait à générer de l'émotion aussi, comme tous les autres musées qu'on a vus avant. Vous voyez ici cet exemple, je trouve que cette vitrine est très très forte. C'est en fait une mèche de cheveux d'une personne qui avait été rasée parce qu'elle était républicaine durant la dictature. Donc elle a été rasée comme les femmes rasées à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, en fait, elle n'a plus jamais voulu se couper les cheveux. Elle n'a jamais parlé de cette histoire. Et c'est seulement à sa petite fille, à un moment, elle a dit « S'il te plaît, coupe-moi les cheveux », en lui racontant toute l'histoire et pourquoi elle ne s'était jamais coupé les cheveux. Et donc, ils ont récupéré la mèche, vous voyez, de cheveux ici, avec une scénographie, avec tous les ciseaux autour, qui mettent en valeur ce côté très émotionnel, enfin très, très, très fort aussi de cette histoire. Donc là, c'est un devoir de mémoire aussi qui est en train de s'affirmer. Et alors un autre exemple aussi, pour mêler les deux, ici vous avez notamment aussi les républicains espagnols qui étaient partis d'Espagne à la fin de la guerre, qui sont arrivés en France aussi, où ils ont été extrêmement mal reçus. Enfin, ils ont été parqués dans des camps globalement que les républicains eux-mêmes construisaient sur les plages. Il y a eu beaucoup de travail d'historien qui a été fait là-dessus. Et aujourd'hui, on voit des musées qui sont en train de se créer autour de cette mémoire traumatique et qui reconnaissent un peu à demi-mot aussi le mauvais traitement qui a été infligé à ces personnes qui pensaient arriver dans un pays, effectivement, où régnait l'universalisme et les droits de l'homme. Alors, il y a d'autres, troisième niveau, finalement, il y a toutes ces mémoires qu'on a, effectivement, un devoir de mémoire qui est bien affirmé. Il y a d'autres mémoires qui sont en train de se construire, que je vous ai mentionné ici avec le cas du
du franquisme ou du colonialisme. Et puis il y a plein d'autres encore mémoires traumatiques, et je mets 2-3 exemples, qui, eux, pour le coup, n'ont pas encore franchi ce cap de la muséalisation et qui font encore aujourd'hui plutôt l'objet d'expositions temporaires menées par des associations dans des sites associatifs et surtout des descendants de ces histoires difficiles. Et là, je vais juste me centrer sur le cas de la France, hein, par exemple, qui a un passé lourd sur plein d'éléments, hein, notamment la question des harkis. Alors, je ne sais pas si vous savez, c'est les Algériens qui avaient combattu du côté des forces françaises durant la guerre d'Algérie. Donc, et quand l'Algérie a gagné la guerre d'indépendance, du coup, ils ont dû partir, effectivement, puisque c'était des traîtres dans leur pays, et qui sont aussi été très mal reçus en France aussi. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les musées encore publics. C'est vraiment une vocation de faire rentrer ça par des collectifs dans les musées via des petites associations, via des actions plus militantes, sites web, etc. etc. Mais c'est quelque chose, voilà, 60 ans après, qui est encore complexe à traiter en termes de devoir de mémoire. C'est aussi le cas, si on suit le même épisode, de la guerre d'Algérie. Alors, la guerre d'Algérie en France, il n'y a toujours pas de musée non plus sur la guerre d'Algérie. Il y a eu plusieurs projets qui tombent les uns après les autres, hein, du fait de la complexité de cette mémoire-là à traiter, hein, que ce soit, alors le dernier en tête, il était à Montpellier, et puis du coup, on s'est dit non, on va l'abandonner, on va plutôt faire un musée d'art contemporain, hein, effectivement, plus simple. D'autant plus qu'en parallèle à cette histoire-là, il y a aussi des lieux qui encore aujourd'hui affirment l'importance, enfin en tout cas la mémoire qui continue, prolonge la mémoire des Algériens, enfin des pieds noirs, donc des Français nés en Algérie, qui ont dû partir après l'indépendance, qui ont donc une vision très négative de cette indépendance, et qui aujourd'hui donc se sont beaucoup installés sur le pourtour méditerranéen, dont les enfants prolongent cette mémoire-là et qui donc sont d'une population importante. Et donc, c'est des votes très, très importants aussi dans tous ces territoires, qui fait que cette mémoire est complexe, elle est polarisée, et donc on ne peut pas, d'une certaine manière, l'intégrer encore dans un musée public, national, etc. Et donc, ça, à mon avis, alors, où il y avait la question des gens du voyage aussi qui militent de longue date pour avoir un musée, pour parler des exactions, pas uniquement durant la Seconde Guerre mondiale, mais dès le 19e siècle. Hein, et ça ne donne pas encore lieu à des musées. Donc là, voilà, il y a un point fondamental, je pense, qui est important d'avoir en tête, c'est que les musées, donc ce n'est pas des isolats hein, dans notre société, ils dépendent étroitement des débats politiques, du fait de leur force extrêmement symbolique, hein, comme je le disais avant, ils ancrent une histoire. Et globalement, les musées, en fait, ils traitent d'épisodes sur lesquels il y a un consensus, souvent. Hein, c'est-à-dire qu'une histoire, un épisode que l'on rejette tous, indépendamment des visions politiques des uns et des autres. Donc c'est le cas de la Shoah, la question de l'apartheid, etc. Et le devoir de mémoire, d'une certaine manière, ne peut se mettre en place que quand il y a eu un consensus sur une histoire, sur ce que fut notre passé, ces épisodes traumatiques. Et en outre, d'ailleurs, je regarde le maître du temps, c'est bon, ouais. Toujours sur cette même idée, hein, quand il y a un gouvernement fort aussi qui arrive dans un pays, il peut aussi déclencher ou décider de modifier justement ces musées qui traitent du devoir de mémoire, car globalement, l'histoire qui est mise en place, le récit qui est présenté, ne correspond pas plus à l'imaginaire et aux valeurs du régime qui arrive. Là, il y a un cas assez emblématique qui est la question de l'Amérique latine aussi, où il y a eu des épisodes de dictature extrêmement forts entre les années 60, 70 et les années 90, qui vont faire l'objet de tentatives d'un devoir de mémoire avec beaucoup de musées plutôt associatifs qui vont montrer alors l'importance effectivement de la démocratie pour éviter ces épisodes-là, qui jouent sur la même scénographie qu'on a vue avant pour la Shoah, etc., avec le vide, avec l'émotion extrêmement présente, qui sont des projets souvent portés quand même plus par la gauche et la gauche de la gauche dans le contexte latino-américain. Et qui sont extrêmement fragiles aujourd'hui. Ils sont extrêmement fragiles aussi parce qu'ils sont mis en danger finalement aussi par des partis plus populistes hein, qui relativisent la portée de ces épisodes-là, parfois même en s'en réclamant. Que c'est le cas par exemple du Brésil, hein, quand c'était sous Bolsonaro, c'est le cas de l'Argentine, aujourd'hui où il y a un vrai travail de mémoire qui a été fait par beaucoup d'associations, et tout ça est remis un peu en cause, et ces musées ne sont pas dans un contexte politique favorable aujourd'hui, ils font face à beaucoup de pression, ils ont beaucoup de difficultés à travailler, voire même ils peuvent être directement fermés. Donc,
quand on a un pouvoir voilà, fort, qui n'a pas la même vision des choses, il peut aussi retransformer complètement ces musées qui ont travaillé sur le devoir de mémoire. Et si on veut même aller plus loin, alors dans des cas, dans des pouvoirs encore plus forts, on pourrait dire le devoir de mémoire lui-même ne fait pas du tout même question d'un débat horizontal, comme ça peut être le cas, pardon, ici quelques images, vous voyez, de ces centres qui traitent des épisodes de dictature dans différents pays. C'est des cas, par exemple, vous voyez ici le musée de la défense sacrée à Téhéran. Hein, là, c'est un devoir de mémoire aussi de la guerre Irak-Iran, avec une vision très particulière qui permet de légitimer globalement le pouvoir en place aujourd'hui, qui affirme sa propre vision de l'histoire et de ce que fut cette guerre, qui lui permet de se légitimer lui-même. Sans aucune volonté de... J'arrive, encore deux petites minutes. Petite minute. Oui, bon, c'est le cas, alors sans vouloir mettre les deux sur un même plan, hein, c'est en Corée du Nord, par exemple, aussi, avec des ressources muséographiques extrêmement fortes, vous voyez, qui traitent des atrocités américaines durant la guerre de Corée. Hein. Alors même si on pourrait dire ici que c'est des institutions de type propagandistique, mais globalement, en tant qu'institution, ben, c'est des musées qui sont reconnus par l'État, qui ont une collection, une volonté de conserver, une volonté d'éduquer, une volonté d'ouverture au public, des expositions temporaires, des activités autres, donc qui remplissent beaucoup de cases des musées. Donc voilà, tout ça pour dire aussi qu'il faut se rappeler qu'un musée en tant que tel, ce n'est pas non plus fondamentalement démocratique en fait. Hein. Un musée, c'est ce qui en fait d'ailleurs quelque chose d'assez intéressant pour les universitaires, pas forcément scientifique ni neutre, même si c'est nous la volonté qu'on essaie de développer dans des contextes plus libéraux. Et on peut même mettre le cas, je vous le mentionne ici, vous le connaissez sans doute, hein, les cas du musée du créationnisme qu'on a aux États-Unis. Là, on est très clairement dans le fake news, si en tout cas on est attaché à une vision de la science moderne. En conclusion, en 30 secondes, je voulais juste dire que effectivement, donc les liens entre la mémoire collective, les devoirs de mémoire, c'est pas simple. C'est extrêmement complexe, d'autant plus aujourd'hui dans un contexte, donc nous on est dans un contexte libéral où la question de la diversité, c'est une garantie démocratique, donc diversité d'histoire, diversité d'origine, culturelle, religieuse et autres, qui fait qu'il y a plein de mémoires autres qui émergent, au-delà des mémoires plus consensuelles de la Shoah, l'apartheid, etc., etc. Et tout ça pose des questions importantes sur quelle mémoire on peut muséaliser, quelle autre pas, sur quelle base éthique finalement on décide, qui définit ce qui est plus légitimement traumatique et relève du devoir de mémoire à mettre dans un musée et ce qui ne relève pas de ce devoir de mémoire. Et donc là se pose la question aussi, question bis, hein, de savoir si finalement à quoi sert un musée. Est-ce que le musée, finalement, c'est un acteur du devoir de mémoire qui travaille sur ces histoires une fois qu'il y a un consensus sur la mémoire, donc on peut en parler dans le musée, ou le musée doit être un acteur pour faire émerger de nouvelles mémoires et de se mouiller d'une certaine manière de traiter de mémoires traumatiques qui ne sont pas encore reconnues. Et là, il y a vraiment deux visions aussi de ce qu'est finalement un musée par rapport à cette mémoire collective qui pose beaucoup de débats et qui divise le champ aussi des gens qui travaillent dans les musées, selon les contextes géographiques aussi. Voilà, pardon pour... si j'ai un peu dépassé.